Il est parfaitement évident quand on regarde les études épidémiologiques que l'alimentation est un des facteurs les plus importants pour ce qui est de déterminer ce terrain qui soit pro-cancer, soit anti-cancer. Par exemple, on sait que dans des pays où l'alimentation est relativement différente de la nôtre, comme des pays d'Afrique du Nord, ou en Asie, en Thaïlande, en Chine, au Japon, il y a des endroits entiers où certains cancers qui sont très fréquents en Occident, comme le cancer de la prostate ou le cancer du sein, n'existent pas. Et une des principales différences est l'alimentation. Donc on sait que l'alimentation a un rôle à jouer. Il faudrait être fou pour ne pas le concevoir. Nous faisons face à une épidémie de cancer. Voilà la courbe d'augmentation du cancer du sein aux États-Unis depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et on voit que c'est effectivement très alarmant. Quand on cherche à comprendre qu'est-ce qui se passe au niveau du cancer, la deuxième chose à regarder, ce n'est pas seulement l'évolution dans le temps, mais l'évolution dans l'espace, l'évolution géographique de la maladie. Il est extrêmement frappant de constater sur les courbes établies par l'OMS que le cancer est une maladie des pays riches, des pays en rouge. Et qu'il y a certaines régions d'Inde ou certaines régions de Chine, ici il s'agit du cancer du sein, où il n'y a pas de cancer du sein du tout. Lorsque ces femmes émigrent de Chine aux États-Unis, en une ou deux générations, elles ont les mêmes taux de cancer du sein que les Américaines. Donc vous prescrivez un régime anti-cancer ou une certaine alimentation, certains aliments que vous préconisez? Alors, dans l'alimentation anti-cancer, c'est une alimentation qui réduit au maximum tous les facteurs qui viennent favoriser la croissance du cancer, on a parlé des principaux, et qui non seulement ça, mais d'un autre côté, augmente énormément la présence dans votre assiette de tous les facteurs qui viennent lutter activement contre le cancer et qui ont de plus en plus disparu de l'assiette occidentale contemporaine. Ouais. Donc, quels sont ces facteurs? Sont avant tout des légumes. C'est ce que l'on mange de moins en moins depuis les années 30. Il faudrait que l'assiette typique de chaque repas soit 80% de légumes et peut-être 20% de produits animaux, mais 80% de légumes. Ce que les gens ne font plus, ce qu'on faisait dans le temps. La soupe paysanne de l'ancien temps, il y avait un petit peu de viande, mais pas beaucoup. Il y avait surtout, c'était une soupe de légumes, peut-être avec des lardons, peut-être avec un petit morceau de viande de cochon ou de viande de volaille, mais c'était avant tout une soupe de légumes. Donc il faut revenir à ça. Ce sont des produits qui sont équilibrés en oméga 3, c'est-à-dire qui proviennent d'animaux qui ont mangé de l'herbe. L'herbe est très riche en oméga 3. Quand les animaux mangent de l'herbe, la viande, le lait, le beurre, le fromage, la crème, les œufs sont riches en oméga 3. Quand on nourrit les animaux avec du soja, du maïs, comme on le fait aujourd'hui dans les étapes industrielles, il n'y a plus d'oméga 3 dans la viande, il n'y a plus que des oméga 6 qui sont pro-inflammatoires et qui favorisent le développement du cancer. Dans l'eau, aujourd'hui, la principale source de liquide pour un être humain occidental, ce sont des boissons sucrées. Et or, le sucre nourrit directement les cellules cancéreuses. Elles peuvent se nourrir que de ça. Ce sont des cellules anormales qui se nourrissent que de sucre. Donc il est évident que ce changement dans l'alimentation a joué un rôle dans la biologie anti-cancer. Le deuxième facteur, c'est le changement dans les graisses animales. Donc dans tous les produits animaux, dans la viande, dans le lait, dans le beurre, dans le fromage et dans les œufs. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, on nourrit les animaux avec du maïs et du soja, qui sont très très riches en graisse oméga 6 et très pauvres en graisse oméga 3, qui elle était très fréquente dans l'herbe. Tant que les animaux mangeaient de l'herbe, il y avait des oméga 3 dans la viande, le lait, le beurre, le fromage et les œufs. Quand on a arrêté de leur donner de l'herbe à manger, on s'est trouvé avec une chaîne alimentaire complètement déséquilibrée, avec beaucoup d'oméga 6, très peu d'oméga 3, et qui alimente toutes les réactions d'inflammation dans le corps. Or, le cancer a besoin d'inflammation pour grandir d'abord, parce que l'inflammation permet aux cellules de se multiplier plus vite, et ensuite pour envahir les tissus avoisinants, elle a besoin de ce contexte inflammatoire. Si on lui supprime ce contexte inflammatoire, il a beaucoup moins de chances de se développer. Donc, une des choses à faire, c'est de faire très attention à ce déséquilibre entre les oméga 6 et les oméga 3. Puis le troisième facteur, ce sont tous les produits chimiques qui ont envahi notre environnement, mais en particulier notre environnement alimentaire, y compris l'eau, depuis la Deuxième Guerre mondiale, avec l'utilisation généralisée des pesticides qui n'existaient pas avant la Deuxième Guerre mondiale. Moi, j'ai eu un cancer au cerveau. Bien, on sait que les viticulteurs de la région de Bordeaux qui utilisent beaucoup de pesticides ont 3 fois plus de cancer au cerveau que des gens avec des occupations comparables qui n'utilisent pas ces produits.
Donc voilà les 3 facteurs dont il faut se prémunir: du sucre, des oméga-6 et des contaminants de l'environnement. La plupart des molécules anti-cancer contenues dans des aliments sont dans des légumes et des fruits, et pas dans la viande, le beurre, le lait, le fromage et les œufs. Ça, il n'y a aucun doute. D'autant plus que le beurre, le lait, le fromage et les œufs sont déséquilibrés en oméga-6. Les légumes et les fruits contiennent non seulement des antioxydants dont on parle depuis longtemps, mais de façon beaucoup plus importante que ça, elles contiennent des molécules spécifiques qui ont une action anti-cancer. Donc, par exemple, il est évident qu'il y a une alimentation pro-cancer et une alimentation anti-cancer, que notre alimentation occidentale est plutôt une alimentation pro-cancer, qu'on peut changer ces choses. L'alimentation pro-cancer, c'est ce qui vient nourrir la progression des tumeurs, c'est-à-dire les excès de sucre raffiné, blanc en particulier, les excès de farine blanche, puisque manger de la farine blanche raffinée, c'est comme si on mangeait du sucre, ça fait tout de suite monter le sucre dans le sang, et comme tu le sais, ça stimule la sécrétion d'insuline, de facteurs de croissance comme l'IGF-1. Et puis, les acides gras hydrogénés et les acides gras oméga-6 en général, qui viennent nourrir l'inflammation et l'oxydation. Donc, quand on réduit ces facteurs, il ne s'agit pas rien de proscrire, on peut revenir là-dessus peut-être tout à l'heure, je pense qu'il ne faut rien proscrire de l'alimentation. Mais on peut réduire ces facteurs et simultanément augmenter tous les facteurs nutritionnels qui, eux, viennent lutter contre la progression du cancer. Et là, il y en a plein aussi, ils sont surtout dans des légumes, c'est-à-dire ce qu'on mange le moins en fait, dans notre alimentation occidentale, c'est surtout dans des légumes, des fruits, des herbes aromatiques et puis certaines épices qu'on utilise, c'est vrai aussi, pas beaucoup en Occident. L'anti-inflammatoire le plus puissant que l'on connaisse, qui soit naturel, sans aucun effet secondaire, qui ne fera pas de trou dans l'estomac, est le curcuma. Le curcuma, c'est la poudre jaune qui est la base du curry qu'on mange tous les jours en Inde. Et bien surtout que c'est un anti-inflammatoire puissant qui permet de limiter les problèmes d'arthrite, mais aussi le développement du cancer, et aussi le développement de l'Alzheimer, et aussi le développement des maladies cardiovasculaires. Et puis bien sûr, il y a les épices comme le fameux curcuma, qui est peut-être un des aliments utilisés depuis le plus longtemps comme non seulement un aliment, mais aussi un remède médical dans la plus vieille tradition médicale au monde, qui est la médecine ayurvédique. Le curcuma est un médicament pour lutter contre l'inflammation. Et les gens qui consomment un petit peu de curcuma plusieurs fois par semaine ont des taux inflammatoires très inférieurs aux gens qui n'en consomment pas du tout. J'ai vu récemment qu'en Occident, on consomme un 1/8 de cuillère à café de curcuma par an, en moyenne, qui provient de la moutarde, parce que le colorant jaune de la moutarde est le curcuma, alors qu'en Inde, on consomme 91 cuillères à café de curcuma par an. Et il se trouve que les Indiens ont moins de cancer, moins d'Alzheimer, moins d'arthrite, moins de colite ulcérative inflammatoire, moins de maladies cardiaques, enfin moins de toutes les maladies qui ont besoin d'inflammation pour se développer. Et qui pèsent sur notre société en ce moment. Qui pèsent considérablement sur notre société. Donc, rien que le curcuma à lui tout seul, si vous faisiez une seule chose, ça pourrait être ça. C'est l'utilisation d'huiles comme l'huile d'olive ou l'huile de colza qui ont des propriétés anti-cancer. Le colza étant très riche en oméga 3 et l'huile d'olive apportant des polyphénols qui viennent lutter contre l'oxydation et qui ont directement des effets anti-cancer, en plus du fait qu'elle n'a pas beaucoup d'oméga 6, contrairement aux huiles utilisées plus fréquemment et moins onéreuses, comme l'huile de tournesol, l'huile de soja, l'huile de maïs. C'est l'utilisation d'herbes aromatiques, de thym, de romarin, de sauge, d'origan, de marjolaine, de basilic, de menthe, qui elles-mêmes contiennent des molécules comme le carnosol, qui sont des agents anti-cancer. Du thé noir, pour l'instant, le thé vert est non seulement antioxydant, mais c'est surtout un formidable anti-angiogénique qui limite la croissance des cellules cancéreuses en limitant la croissance des vaisseaux dont elles ont besoin pour grandir. Et puis c'est aussi un inhibiteur d'une enzyme clé qui permet aux cellules des tumeurs d'envahir les tissus voisins. Et en bloquant cette enzyme, il limite l'invasion des tissus voisins. Donc c'est important et c'est très bon. Le thé vert qui a été montré, quand on met du thé vert avec des tumeurs en progression dans un laboratoire, on voit qu'elle empêche les tumeurs de grandir.
quand on donne du thé vert à des souris et qu'on a greffé un cancer, les tumeurs ne se propagent pas autant que si elles ne boivent pas de thé vert. Et quand on regarde des populations qui boivent du thé vert, elles ont moins de cancer que nous. Donc il y a quelque chose dans le thé vert dont on sait biologiquement qu'il est actif contre le cancer. On parle aussi beaucoup du thé vert parce que les polyphénols du thé vert, les pigalokétéchine 3 galates en particulier, je me suis beaucoup entraîné pour dire ça très vite, rien que ces polyphénols-là agissent directement pour limiter la croissance des vaisseaux sanguins qui permettent au cancer de grandir et ont des activités anti-cancer spécifiques. Donc, on a plusieurs études qui montrent que les femmes qui consomment 3 tasses normales, occidentales, de thé vert par jour, ont 50% de risque de cancer du sein en moins. Les hommes qui consomment 3 tasses de thé vert par jour ont 50% de risque de cancer de la prostate en moins. Donc, ce sont des effets considérables pour un seul ingrédient qui est en plus assez agréable à consommer. Vous voyez, j'ai ma tasse. Le champignon aussi, vous parlez du champignon qui serait anti-cancer. Oui. Il y a un type de champignon en particulier? Les champignons sont anti-cancer de façon générale. Malheureusement, plus ils sont exotiques et chers, plus ils sont anti-cancer. C'est pas le champignon de Paris qui est particulièrement anti-cancer, mais plutôt tous les maïtake, shiitake, enaitake, tous ces champignons qui viennent d'Asie, qui ont des fortes propriétés anti-cancer. Une étude récemment a montré en 2009 que les femmes asiatiques en Chine qui mangeaient des champignons 3 fois par semaine avaient 50% de risque de cancer en moins. Celles qui mangeaient des champignons 3 fois par semaine et buvaient 3 tasses de thé vert par jour avaient 90% de réduction de risque de cancer du sein. Ouais. Donc, ce qui est formidable, c'est de voir que les aliments sont en synergie les uns avec les autres. Et qu'on aurait pu craindre que les champignons marchent, le thé vert marche, mais si on les mélange, ils s'annulent. C'est l'inverse. Quand on les mélange, ils se combinent pour avoir un effet anti-cancer encore plus puissant. Une étude récemment a montré le même effet sur le mélange de brocoli et de sauce tomate, par exemple. La sauce tomate est un agent qui lutte efficacement contre le cancer de la prostate chez l'homme. Le brocoli aussi. Quand on mélange les deux, on a un effet très supérieur à ce qu'on obtient chez les gens qui mangent que l'un ou que l'autre. Est-ce qu'à tout hasard, vous savez ce qu'il en est des traitements de chimiothérapie? Est-ce qu'il y a une efficacité? Est-ce que vous avez des renseignements concernant... voilà. Voilà, il y a une étude qui est parue dans Clinical Oncology en 2003 ou 2004 et qui indiquait que dans le meilleur des cas, il y avait 2,2% d'efficacité. Et je mets efficacité entre guillemets parce que ça ne veut pas dire 2,2% de guérison, mais de survie à 5 ans. Donc 2,2% dans le meilleur des cas. Et pour certains cancers, c'est 0% ou 0,1% ou 1%, mais très peu. Et en général, les médecins se disent on va quand même le proposer parce que pour les gens, dans l'esprit du public, si on leur dit ben non, on ne vous donne pas la chimio, eux, ils pensent que c'est forcément la mort, quoi. Donc voilà. Mais il y a des gens aussi qui guérissent en dépit des chimios. Ça, c'est important de... Et du reste, il y a des quantités de médecins qui arrivent à soigner le cancer autrement. On les a fait taire, on les a empêchés de s'exprimer et on a tout fait pour qu'ils soient inconnus. Il y en a des quantités, on ne va pas les citer ici, on n'a pas le temps. Mais donc, on empêche... Est-ce qu'on a vraiment intérêt à supprimer le cancer? C'est ça la question. Are now using a popular vitamin once thought to cure the common cold to treat cancer. It's vitamin C, and some patients claim it has turned their lives around. But as Dr. Malika Marshall shows us, this alternative therapy is not without controversy. Everybody assumed that, you're lucky if you're going to make it a year. When Denise McCabe was diagnosed with breast cancer, there was little hope, and the intensive chemotherapy was debilitating. I couldn't get off the couch. I decided I have to do something. What she did was try an alternative therapy. Massive doses of vitamin C administered intravenously. It just would make me have a little bit more energy and I felt better. And there's more. And I started to notice my cancer markers were dropping. Helen Kwok believes intravenous vitamin C saved her mother's life. After chemotherapy and radiation, her mother lost 70 pounds in less than 2 months. I thought she was going to die.
But after just a few intravenous vitamin C sessions, She has so much energy, I just couldn't believe it. Dr. Glenn Rothfeld, an Arlington physician, offers his patients intravenous vitamin C, usually in combination with traditional treatments. In a number of our patients, although certainly not all, it has seemed to arrest or slow down the progression of their cancer. The key is the delivery system. The intravenous injections have the vitamin C equivalent of 500 oranges, and it goes directly into the bloodstream. When you use vitamin C in very high doses in a test tube, it kills cancer cells. The first time I ever heard the word Laetrile was in the summer of 1971. I mentioned Dr. John Richardson a moment ago. He was a good friend of ours, and occasionally I would get together with Dr. John, and we'd sort of get out of town and get away from the telephones and the usual helter-skelter of business, and you don't bring your briefcase on these trips. But he brought his briefcase with him, and soon I found out that the reason he did that is that he'd gotten into trouble with the local medical authorities because he was using an unapproved substance in the treatment of his cancer patients. And the story that he told me was kind of astounding. He said that he had been introduced to this substance. It was called Laetrile. He didn't know anything about it, but he didn't have much faith in it because, after all, it wasn't approved. It didn't come from the medical establishment, and he certainly didn't know anything about it from his education. But somebody said that it was very effective and he should try it. He was not having particularly good results in treating cancer patients, pretty much the same story as most doctors. And he said, well, I'll give anything a try. And so he had a dog that has cancer, and there was no way to cure the dog. The dog was not responding to any of the orthodox treatments, and they were going to have to put the animal down. So he thought, well, let's give it a try. And much to his amazement, the dog recovered. It didn't take very long before one of the nurses on his staff, who had a member of the family with incurable cancer, came to him and said, look, I saw what this did with the dog. Can we try it on the member of my family? And he said, well, I don't know whether we dare do that or not. She said, what have we got to lose? This person is not going to make it anyway. So they tried it, and the patient recovered. So there were two rather dramatic instances in his life which made him go back and take a very serious look at this thing called Laetrile. And he met the inventor, not the inventor, the discoverer, I should say, Dr. Ernst T. Krebs, Jr., had many conferences with him, became familiar with the theory. Control for cancer is known, and it comes from nature, but it is not widely available to the public because it cannot be patented and therefore is not commercially attractive to the pharmaceutical industry. Now, there in 35 words is everything that you really need to know about this topic, if you really understand what that means. Now, the FDA now requires all of these substances to be used in the treatment of any disease to go through a rigorous testing process. We have all heard that. I have forgotten the number. It goes up every month. I guess it's $20 million or more, maybe much more, for the average drug to get processed and tested, and they test it for efficiency, efficacy, and safety. Well, who is going to spend $20 million testing the safety and efficacy of an apricot seed? You can't patent it. It's just money down the drain. Surely these drug companies aren't going to spend $20 million or more testing any substance from nature because it can't be patented. That, and of course the FDA says it's illegal to use unless it's been tested for efficacy and safety. Now you see the catch-22 you're in there. Nothing from nature, regardless